Christophe est de retour. Alors, on est parti très loin, hein. On est parti sur le logement, mais on est allé très loin. Alors, Yannick Jadot, d'abord, quelle est, selon vous, la priorité de votre programme en matière de logement? Est-ce que vous pouvez nous l'exposer? Ou alors, l'état d'esprit de votre programme en matière de logement? Bonsoir. Bonsoir, merci infiniment. Écoutez, le droit au logement, nous le savons, c'est souvent un droit qui conditionne tous les autres. Le droit à la santé, le droit même de voter pour pouvoir avoir un boulot. Donc c'est au centre. C'est une des grandes priorités de mon projet. Et deux mesures essentielles. 700 000 logements sociaux, 150 000 par an. Ça, c'est le projet sur le quinquennat. Et la deuxième grande mesure sur le logement, c'est 10 milliards d'euros d'investissement par an sur la rénovation thermique des logements, en se donnant l'éradication de la précarité énergétique en 10 ans, donc les 5 millions de passoires énergétiques en 10 ans. Et dès le quinquennat, nous organiserons la rénovation thermique pour les 2 millions de familles qui croisent précarité énergétique et passoire énergétique. Ça, sans charge, donc sans avance, sans contribution des ménages, c'est de l'investissement public au service des populations les plus vulnérables, au service du climat, au service du pouvoir d'achat, qui, on le sait, en matière de logement, est un pouvoir de vivre. C'est l'expression que retient le pacte auquel vous participez, parce qu'on sait que c'est de la santé, on sait que c'est du confort, on sait que c'est de l'isolation phonique. Donc on est très concret sur ces deux priorités. Alors, on a parlé de la construction, c'est ambitieux hein, de construire 700 000 logements sur le quinquennat. Il y a des maires écologistes qui sont au pouvoir dans certaines grandes villes et ce ne sont pas des grands bâtisseurs. Ah bon? Oui. Pourquoi? Ben justement, pourquoi? Parce qu'il y a cette... On en a parlé déjà tout à l'heure de l'artificialisation des sols, du problème de la densification. Est-ce que, quand on est écologiste, c'est pas compliqué de faire des constructions comme ça, alors qu'il y a des gens qui vous ont élu préféreraient voir des espaces verts et moins de densité? Mais les deux ne sont pas incompatibles du tout. Et au contraire, vous savez, je suis assez étonné, y compris régulièrement, d'entendre le gouvernement. Là, je parle des maires écologistes. Non, je sais bien, d'entendre qu'au fond, le retard qu'on aurait sur la construction, sur le logement social, ce serait y compris la résistance des maires écologistes, qui sont là depuis 1 an et demi, qui sont là seulement depuis 1 an et demi. Moi, je vais vous donner un exemple à Lyon. La métropole de Lyon, nous sommes en train de remettre la métropole de Lyon dans la ligne des objectifs de construction du logement social. Et vous avez notamment un cas, puisque vous savez qu'un certain nombre de bureaux, aujourd'hui, voient leurs perspectives diminuer. Parce qu'au fond, avec le télétravail, avec la pandémie, tout le monde est en train de repenser sa relation au travail et les espaces de bureaux. Et bien, à la métropole de Lyon, ils ont considéré qu'un projet qui était un projet de bureau a été transformé en projet de logements sociaux. Donc les maires écologistes ont bien la volonté, au-delà de respecter la loi, de soutenir, y compris la loi que je porte, qui est de passer la SRU à 30% de logements sociaux, justement parce qu'ils sont engagés là-dedans. Mais vous êtes d'accord, comme le disait Anne-Sophie, qu'il y a un débat, c'est-à-dire que c'est quelque chose que nous, on a peu connu, hein, on en est au 27e rapport. Très sincèrement, c'est seulement depuis 2 ans, 2-3 ans, qu'on voit émerger cette tension bien réelle entre on ne veut pas de bétonisation, il faut préserver des espaces naturels et que certains, alors pas seulement écologistes, hein, je ne suis pas en train de faire une lecture politique, je suis en train de dire ce débat il est bien là. Or, nous, et nous l'avons présenté ce matin, et je ne sais pas d'ailleurs quel est votre objectif de production globale, on a bien compris sur les 150 000 logements sociaux, il nous semble que là il faut qu'il y ait un débat de société parce que on a besoin de logements, notamment dans les secteurs tendus, et très sincèrement, depuis 3 ans, on a vu s'accélérer ces tensions. Et ça nuit à la capacité de produire malgré tout. Donc je crois qu'il faut le reconnaître. Bien sûr. Et il faut qu'on puisse en sortir, ou en tout cas qu'il y ait un débat de société autour de ce sujet. Il faut qu'il y ait un débat de société et il faut qu'il y ait un débat au niveau local là-dessus. Au fond, tout le monde est pris par une forme de NIMBY. C'est-à-dire qu'en fait, quand on habite quelque part, on n'a pas envie que ce qu'il y a en face
si c'est un jardin ou si c'est un logement, soit détruit pour qu'il y ait plus de logements potentiellement avec un peu plus de hauteur. Il y a de la résistance partout. On a aujourd'hui, liés à la pandémie, y compris des déplacements de population. Des gens qui étaient dans les métropoles, qui sont en train de bouger sur d'autres régions. On a partout des tensions et la volonté, effectivement, d'avoir des espaces verts, la volonté d'avoir des villes moins chaudes, donc avec des îlots de fraîcheur. Et donc, on a toutes ces tensions partout. Et donc, c'est vrai qu'il faut ce débat. Il faut ce débat parce qu'il nous faut construire. Il nous faut construire en général et il nous faut construire des logements sociaux en particulier. Donc il faut qu'on ait ce débat-là sur la densification d'un certain nombre de villages, de bourgs, de villes petites et moyennes. C'est plus facile quand il y a eu, au fond, une désertification des centres-villes, perte des services publics, perte des commerces de proximité. Là, il nous faut remettre de l'activité économique, il nous faut remettre des services publics pour que, y compris les habitantes et les habitants, acceptent de revenir en centre-ville plutôt que d'avoir dans des zones avec artificialisation. Mais c'est vrai qu'il faut avoir ce débat-là, mais je peux vous dire que de la part des maires écologistes, il y a la volonté de répondre aux besoins de construction, aux besoins de construction de logements sociaux, et je trouve que, au fond, par rapport à la tension que vous indiquiez, on a cette opportunité qui est au fond la situation post-pandémique. On redéfinit les déplacements, on redéfinit le lieu où on habite par rapport au lieu où on travaille, et on redéfinit la place des bureaux, notamment dans les zones en tension. Et bien, c'est une opportunité pour redensifier les villes avec des habitations plutôt que des bureaux. Comment vous faites? Parce que les bureaux, souvent, ils appartiennent au privé, à des grands groupes, par exemple. Comment vous incitez ces propriétaires à transformer les bureaux en logements? Comment on incite? De toute façon, toutes ces entreprises aujourd'hui sont en train de revoir à la baisse l'espace qu'elles occupent. Parce qu'au fond, pour une entreprise, des bureaux en centre-ville, c'est aussi assez coûteux. Donc au fond, ces entreprises elles-mêmes sont en... On peut, y compris, alors à la fois, mais là, si on... Je vois par rapport au débat précédent, la question de la réquisition, mais là on est sur des bureaux qui n'ont pas été occupés pendant 2 ans, si on veut faire de la réquisition sérieuse. En revanche, ce qu'on peut imposer, c'est que de toute façon, à la fois, dans toutes les normes de construction, on a des bureaux qui peuvent être transformés en logements, ça c'est impératif sur les normes de construction. Et puis, évidemment, aujourd'hui, récupérer des espaces qui sont occupés par des bureaux pour les transformer en logements. C'est tout à fait possible. Et qui finance quand on transforme? Vous avez, alors ça dépend des situations, mais je vois par exemple dans les mairies écolos, et heureusement il n'y a pas que les mairies écolos, toute la logique des BRS qui permettent, y compris, d'accéder au foncier, de manière beaucoup moins coûteuse pour les personnes qui souhaitent accéder à des logements, et y compris potentiellement accéder à la propriété, mais sous forme de BRS. Et si on revient donc aux logements sociaux, vous portez une réforme de passer de 25 à 30% dans toutes les communes soumises à la loi SRU? Oui, en tout cas celles qui sont à 25, on les porte à 30. C'est ça, donc les 1100 communes aujourd'hui soumises à la loi, au lieu d'être à 20 ou 25 en fonction des territoires tendus ou moins tendus, on les fait passer à 30. Oui. C'est ça, donc on passe par la loi, on fait évoluer la loi. On passe par la loi, et puis à un moment donné, si des villes n'appliquent pas, il y a évidemment les sanctions. Vous savez mieux que quiconque, y compris dans la loi, l'État peut se substituer à la commune pour construire et faire payer par la commune. C'est quand même un élément de la loi qui est quasiment jamais appliqué. Et puis, à un moment donné, effectivement, on peut transférer la compétence du maire au préfet. Mais c'est une solution que vous trouvez bonne? Quand un maire n'applique pas la loi, oui, c'est une bonne solution. Quand on a une telle nécessité de loger, quand on a un tel retard, quand on a une telle tension sur les loyers, mais c'est possible. Vous prenez même, on dit toujours les communes riches, les communes pauvres, mais vous prenez Versailles, vous avez un maire qui était un maire engagé
sur la question du logement et du logement social, et même à Versailles, avec tout son patrimoine historique, avec sa population qui est parfois une population un peu résistante, ou qu'on peut imaginer résistante à la question de la mixité sociale, eh ben, il a appliqué pleinement la loi SRU. Donc, si c'est possible à Versailles, c'est possible partout. Donc, c'est un État fort qui impose, qui éventuellement quintuple les pénalités, et si je comprends bien, se substitue au maire défaillant si jamais il ne respecte pas ses engagements. Absolument. Ok. C'est fort, effectivement. Non, mais attendez. Alors, c'était, vous savez mieux. Passer la loi. Vous savez mieux que moi. Aujourd'hui, gouverner, c'est d'abord loger son peuple. C'est l'abbé Pierre qui a dit ça. Mais on voit à quel point aujourd'hui, que ce soit, je l'ai dit, ce que ça signifie en termes de pouvoir d'achat, pouvoir de vivre, ce que ça signifie en termes de bien-être collectif. On est aujourd'hui dans une situation où si on veut vivre ensemble, ça veut dire habiter ensemble, et c'est ce qu'on a dit avant, ça veut dire construire ensemble. Et ça sont des éléments essentiels pour retrouver de la cohésion sociale, pour retrouver au fond la promesse républicaine. Ça passe largement par le logement. Et moi, dans ma construction gouvernementale, le ministère du Logement s'appellera le ministère du droit au logement, pour dire la priorité du prochain gouvernement. Vous voulez rénover 800 000 logements HLM mal isolés en 20 ans. Comment vous montez en puissance? Non. Je me suis trompé. Non, on va beaucoup plus vite que ça. On va beaucoup plus vite que ça. Ça, c'est le gouvernement. Non, ça, c'est le gouvernement. C'est pas ça, c'est à condition qu'il reste dans le parc social pendant 20 ans. Excusez-moi. Non, mais c'est en 800 000 logements, c'est en... Non, nous, ce qu'on veut... En tout, sur le quinquennat? Non. Vous savez, au fond, l'enjeu de la rénovation, il n'est pas majoritairement dans le logement social. Là, du point de vue du logement social, le boulot est fait, et on peut aller plus vite, on peut aller plus fort, mais au fond, il est surtout dans le privé. C'est là qu'il y a le plus aujourd'hui de passoires énergétiques, c'est là qu'il y a le plus de précarité énergétique. Et donc, de ce point de vue-là, nous, la mesure, c'est de mettre 10 milliards d'euros par an sur la rénovation, en prenant avec zéro reste à charge pour les familles les plus vulnérables. Encore une fois, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur aujourd'hui de pouvoir d'achat, de pouvoir de vivre, de santé. Quand vous visitez les familles et qu'au fond, les gamins tombent malades, qu'ils ont des otites, qu'ils ont des machins, au fond, c'est des problèmes sanitaires, sociaux, cognitifs sur l'ensemble de la vie que d'avoir des logements qui sont mal isolés l'été, mal isolés l'hiver. Juste donc, pour peut-être approfondir un tout petit peu ce point, parce qu'effectivement, dans votre programme, il y a une grande ambition en termes de rénovation thermique. Ouais. Vous l'avez dit, 10 milliards, donc c'est beaucoup, mais c'est à peu près nous aussi ce qu'on évalue comme nécessaire, y compris avec le pacte du pouvoir de vivre, pour accélérer. Et effectivement, il y a un sujet majeur qu'on a largement pointé ce matin, Manuel Domergue l'a pointé, c'est qu'il y a eu une montée en puissance très forte des travaux ces dernières années, avec ma prime Rénov', mais souvent ce sont de simples gestes. Oui, on change la chaudière d'un côté, on isole les combles de l'autre, et puis ou autrement on fait des fenêtres. Donc nous plaidons pour rénovation globale. On est d'accord. J'entends que vous dites, effectivement c'est un autre problème, que les plus pauvres, ceux qui vivent, qui sont les plus otages de passoires thermiques et surtout qui prennent le plus cher en termes de coûts, donc d'impact sur le budget, sur le pouvoir d'achat, et aussi c'est là où il y a une plus grande émission de gaz à effet de serre. Donc il y a un enjeu très fort à faire ce qu'on n'arrive pas à faire pour le moment, c'est-à-dire à mettre le paquet sur les plus pauvres. Du coup, vous dites zéro reste à charge, si j'ai bien entendu. Comment on fait? C'est-à-dire qu'on dit quoi? On dit ça va coûter 40 000 parce qu'une rénovation globale, ça peut être 30, 40, 50 000 euros par logement. Vous mettez ce que vous pouvez, et puis nous, on met tout le reste. La nation met tout le reste. La nation met tout. On peut imaginer parfois, selon les revenus des personnes, qu'il y ait un remboursement par une partie des économies réalisées. C'est-à-dire que quand vous rénovez, si vous gagnez 700 € par an en termes de réduction des factures d'énergie, parfois ça peut être plus. On peut imaginer, selon les capacités des revenus des ménages, à ce qu'ils remboursent 300 € par an. On voit bien que le gros de la prise en charge, c'est par l'État. Moi, pour les 2 millions de familles
les plus en situation de précarité énergétique qui habitent dans des passoires énergétiques, c'est 0 reste à charge. 0 reste à charge, c'est l'État qui prendra en charge, 100%. Juste un tout petit point, parce que je voulais poser la question tout à l'heure sur... Donc on est sur des formules un peu différentes que du prêt à taux zéro, des choses comme ça, qui sont au fond des aides, des aides très subventionnées, qui sont des aides très subventionnées, mais qui restent au fond des prêts. Moi, pour les familles les plus vulnérables et pour les passoires énergétiques, c'est 0 reste à charge. Et juste votre ambition en termes de construction globale, ou au moins votre analyse, combien il faudrait selon vous de logements par an? Ce dont vous parlez, on est autour de 400 000, c'est le seuil sur lequel il faut aller. On voit qu'il y a des zones tendues partout. Alors c'est vrai que historiquement, évidemment, on l'a porté avec la loi Duflot. C'était l'encadrement des loyers, on a beaucoup de choses pour aider, mais on est sur au moins 400 000. On voit qu'on a pris un retard dramatique pendant ce quinquennat, où on a préféré considérer que l'argent du logement et du logement social, c'était une vache à lait pour financer la réduction de l'impôt sur la fortune. Mais nous, on souhaite restaurer... En 2021, on est à 393 000 logements. Oui, oui. Donc on est à 400 000. On est revenu nous, en tout cas, au seuil. On est revenu au seuil. Voilà. Oui, c'est ça, le seuil, c'est-à-dire celui qui permet de répondre aux besoins annuels, mais pas forcément de répondre au déficit qui s'est accumulé au fil des années, ou répondre aux mal logés qui ne sont aujourd'hui pas dans un logement. On est parfaitement d'accord. Vous avez parlé de l'encadrement des loyers, vous voulez généraliser? Bien sûr, vous savez que l'encadrement des loyers, c'était la loi Duflot. À la fois, on portait l'encadrement des loyers, on portait la garantie universelle sur les loyers de manière publique. Oui, comment elle fonctionne la vôtre? Parce que chacun a son mécanisme. Ah ben, c'est une contribution pour part égale l'État et les propriétaires. On est sur, en fond, quand on mutualise, on est sur 1 ou 2% du coût des loyers, mais c'est une agence publique qui garantit les loyers. Et malheureusement, vous avez vu que non seulement le gouvernement Valls avait commencé à baisser en régime sur l'encadrement des loyers, le quinquennat Macron est revenu dessus, avec y compris des gestes parfois qui sont plus que mesquins, avec le gouvernement qui refuse à Grenoble l'encadrement des loyers, simplement parce que c'est un maire écologiste. Donc on est vraiment dans la mesquinerie, on n'est pas à la hauteur de l'attention et de ce que ça veut dire pour les familles aujourd'hui de payer des loyers très très chers. Ça veut dire que vous revenez au dispositif de l'époque de la loi Duflot, donc obligation dans les agglomérations tendues, les 28 agglomérations tendues, plus de 1000 communes qui sont soumises obligatoirement à l'encadrement. Oui. Vous l'avez peut-être entendu, c'est quand même un des points importants pour la Fondation l'Abbé Pierre, c'est la priorité accordée aux sans domicile fixe pour l'accession au logement social. Est-ce que vous donnez une priorité aux sans-abri? Bien sûr. Aux mal logés. Bien sûr. Déjà, renforcer le soutien aux associations. Déjà, je ne parle pas des sans-abri, mais on est quand même dans une situation où, pour avoir été passer un peu quelques heures avec le SAMU social à Noël et le 115, ce qu'on demande, y compris aux personnes qui s'occupent du 115, qui est au fond de hiérarchiser les personnes qui vont pouvoir accéder à un hébergement d'urgence, enfin, c'est inhumain. Quand vous avez effectivement, j'ai vu qu'une femme enceinte dans la rue, qu'on ne peut pas loger le soir, c'est absolument inhumain et ce n'est pas à la hauteur d'une société dans laquelle on est. Donc pour nous, c'est le logement. C'est le logement d'abord. Des gens qui sont dans la rue, mais ceux qui sont en hébergement d'urgence pour accéder. Pour nous, c'est quoi? C'est sortir de cette logique par escalier, où au fond, vous avez potentiellement accès à un logement d'urgence, une journée, et puis après, vous allez espérer aller sur un CHU, et puis après, un CHRS, et puis après, peut-être un logement social, qui fait qu'à un moment donné, y compris pour des personnes en difficulté, cette logique par escalier, vous avez plus souvent tendance à retomber d'une marche qu'à trouver un dispositif pérenne. Donc la logique, la philosophie du logement d'abord qui consiste au fond à mettre en situation de logement social, notamment des personnes qui sont en grande difficulté, c'est évidemment le système le plus efficace et, même si on est cynique, c'est le moins cher.
c'est le moins cher. C'est moins cher qu'avoir un système de gestion au quotidien des sans-abri dans des situations qui ne le mettent pas en capacité de retrouver du confort, de retrouver une perspective d'insertion forte. Donc ça veut dire que vous faites comment? Parce que je vous le dis, Monsieur Jadot, on a lu le programme que vous avez présenté ce matin, si je ne me trompe pas. Vous l'avez présenté la semaine dernière, mais ce midi. Il n'y a pas grand-chose sur le sujet des personnes sans domicile dans le programme. Il y a beaucoup d'ambitions dont on vient de parler, hein, sur la réno, sur la production de logements sociaux, sur la régulation des marchés, sur transformation de locaux de bureaux en logement, on vient de l'évoquer. On va venir sur la fiscalité et le partage des richesses, mais on sait, en tout cas nous à la Fondation, donc c'est plutôt une invitation à continuer à travailler pour les semaines qui viennent ensemble. On sait que s'il n'y a pas une attention particulière qui est portée, c'est-à-dire une dynamique qui est poussée pour répondre à ce que vous venez d'évoquer comme étant effectivement insupportable, ça ne se fait pas. Je vous dis, même avec la loi, par exemple, qui oblige un certain nombre d'attributions au public sortant d'hébergement d'urgence, on a fixé des minimums, des paliers qu'on n'arrive pas à atteindre. Parce qu'il y a toujours plein de raisons de ne pas faire. Et pendant ce temps-là, on a le nombre de personnes sans domicile fixe qui a doublé entre 2012 et aujourd'hui. Vous avez raison, il faut de la volonté politique. Et il faut en faire une priorité. Il faut de la volonté politique pour à un moment dire l'État assume de payer le loyer, qui peut être de 600, 700 euros, pour garantir effectivement la mise en œuvre du logement d'abord. Et en disant que, au fur et à mesure que la personne finalement arrive, y compris potentiellement, elle a déjà un boulot, parce qu'il y a quand même pas mal de personnes sans domicile qui ont un travail, mais arrive à payer progressivement une partie du loyer pour, au fond, réduire le coût du dispositif. Mais il faut assumer, à un moment donné, que l'État paye pour la mise en sécurité. On sait que c'est aussi une mise en sécurité des personnes sans abri. Mais il y a deux leviers en fait pour ça. Hein. C'est soit un logement très bas loyer, donc financé par la collectivité en partie, mais ça peut le faire aussi avec des propriétaires privés qui souhaitent, qui sont prêts à jouer le jeu, une fiscalité encourageante, et puis ils baissent les prix par rapport au marché. Soit il y a un outil qui fonctionne très bien, c'est l'APL. C'est-à-dire que vous êtes sans ressources, si on avait une APL qui retrouvait son niveau par exemple des années 2000, vous avez une APL qui va justement, si vous avez très peu de ressources, vous permettre d'avoir accès à un logement. Ça renvoie à un autre. Et si vous retrouvez un emploi, si vous avez vos ressources qui augmentent, votre APL diminue. Bref, ça permet de faire ce yo-yo que vous venez d'évoquer. Ça renvoie à une autre mesure que je porte, qui est le revenu citoyen, qui est un revenu automatique, qui porte toute... Enfin, l'idée, c'est d'éradiquer la grande pauvreté. Et 885 euros, c'est ça? C'est en fait la moitié du revenu médian, qui est le seuil de grande pauvreté. Il est aujourd'hui à 918, en vrai. Donc l'idée, c'est que dès 18 ans, de manière automatique, c'est un enjeu social, c'est un enjeu d'autonomie, c'est un enjeu pour les jeunes, évidemment, qui ont été exclus de ces dispositifs. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui aujourd'hui ont des très petites retraites. Et donc, ces personnes ne se retrouvent sans ressources à moins de 918 euros par mois. Et donc ça permet de combler une partie de ce que vous disiez, c'est-à-dire au fond la capacité des personnes à assumer une petite partie, potentiellement, parce qu'avec 920 euros, on sort de la grande pauvreté, on ne sort pas des difficultés, il ne faut pas non plus exagérer. Mais l'objectif, c'est qu'enfin, on éradique la grande pauvreté dans notre pays. C'est extrêmement ambitieux. Ça coûte 20 milliards. C'est pas extrêmement ambitieux, ça coûte 20 milliards. Non, mais c'est pas une critique, c'est de dire les contours du revenu dont vous venez de parler renvoie à une ambition importante. Mais on l'assume parfaitement. 20 milliards, vous dites. Et on le finance notamment par la mise en œuvre de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui est un ISF climatique, où on supprime toutes les dérogations, toutes les exonérations, tous les plafonnements qui font qu'à un moment donné, vous avez un rendement d'au moins 15 milliards sur l'ISF. Justement, je vous avais déjà interrogé
Pardon, je vous en prie. Non, parce que je vois J'ai Christophe. loupé, Non, excusez-moi, excusez-moi, Anne-Sophie. Christophe est surpris. Pourquoi la transformation de Pourquoi il y a un l'ISF tel en rendement IFI, si vous remettez l'ISF, Pourquoi c'est 3,5 milliards et demi. Pourquoi il y a un Alors, tel je vous rendement rejoins parce que sur un autre Pourquoi il y a plateau, un tel rendement vous m'aviez vendu un ISF à 5 milliards, il est passé à 20. Non. Si, l'ISF climatique, dans votre projet au mois de novembre, il était à 5 Parce milliards. que, Et c'était le projet de Greenpeace. Et là, aujourd'hui, on est à 20 milliards. Donc, je voudrais savoir ce qui a changé. Mais vous savez, on a fait calculer par des experts de la Multiplié Cour des par comptes 4. et tout ça. Pourquoi on cible sur le 1% le plus riche. À partir de 2 millions d'euros. C'est 1% de 2 à 8 millions de patrimoine. 2% de 8 à 1 milliard. 3% d'1 milliard et au-delà. Avec un bonus-malus sur le climat, mais aujourd'hui, on l'a pas... C'est marginal, ça, ce bonus-malus climatique. Mais la grande différence, c'est qu'on arrête les exonérations sur les biens professionnels. Et la grande mesure qui faisait que tout le monde trichait, notamment les milliardaires, c'est qu'au fond, vous aviez un plafonnement à 75% du revenu. Oui. Et que vous aviez des milliardaires qui se faisaient des revenus tout petits, alors qu'ils ont un énorme patrimoine. Eh bien, on fait péter le plafonnement pour que ce soit effectivement progressif et très progressif sur les très riches. D'accord, non, mais j'ai juste pour bien se comprendre, c'est pas uniquement l'ISF qui revient dans sa forme antérieure, c'est-à-dire de l'IFI à l'ISF, mais bien sur la fiscalité plus largement, sur la fiscalité sur les plus riches, et très progressive, et sans exonération, sans dérogation, qui faisait qu'en fait, jusque-là, l'ISF était surtout un ISF pour les millionnaires, mais auquel les milliardaires échappaient. Et donc ces 20 milliards, vous les mettez sur ce revenu citoyen. Sur ce revenu citoyen. Merci beaucoup, Yannick Jadot. Merci à vous. On a déjà écoulé notre temps.